Salut, c'est Red, et après la vidéo sur la sortie de notre jeu Epic Battle Run en alpha, on a bossé sur la mise à jour. Et je trouvais qu'il était intéressant de te partager les différentes problématiques que l'on rencontre lorsque l'on travaille sur une mise à jour. Surtout que c'est quelque chose d'extrêmement galère, on va voir ça ensemble. Une mise à jour donc, c'est une modification que l'on va apporter à un logiciel ou à un jeu, et ça a généralement pour but de corriger des bugs et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Avant on se posait jamais la question des mises à jour dans les jeux vidéo, puisqu'ils étaient sur cartouche ou CD, donc il y avait une version définitive qui sortait, et on passait au prochain projet. Et maintenant, on a la possibilité d'appliquer des mises à jour à nos jeux. Sur console, c'est généralement des corrections de bugs. Donc à la limite, ça c'est pas si difficile à faire puisque l'ensemble du projet ne bougera pas tant que ça. On peut maintenant avoir un jeu vidéo avec peu de modes de jeu et après en rajouter au fur et à mesure. C'est une façon de faire qui est classique et qui permet de prolonger l'expérience de jeu puisque ça ajoute du contenu artificiellement. De plus, ça permet aux créateurs de jeux mobiles par exemple de ne sortir qu'un seul mode et de le tester directement auprès des joueurs. Et si le jeu fait un flop, peut-être qu'il n'y a pas vraiment besoin de s'embêter à créer les autres modes de jeu. Il serait peut-être plus intéressant de créer un autre jeu. Les jeux où la question des mises à jour est plus importante, c'est pour ceux qui nécessitent une connexion internet. Dès qu'il y a eu cette nouveauté, la façon de concevoir un jeu a complètement explosé. Énormément de questions se posent quand on met en place une connexion entre les joueurs. Un joueur avec la version 1.0 peut-il jouer avec un autre qui a la version 1.1? Des fois, les évolutions de version font que cette connexion est encore possible, mais ça peut facilement amener des bugs. Imagine par exemple dans la version 1.1 on a ajouté un super gun de la mort qui tue. Du coup, si tu joues avec un joueur qui a la version précédente, où le super gun n'existe pas, bah qu'est-ce qu'on voit à la place? Bah je sais pas. Ça reste un exemple simple pour les conflits de version, mais des fois, ça peut être bien plus sournois. L'une des choses les plus complexes, c'est de conserver l'intégrité des données du joueur. Le joueur a une sauvegarde, qui est généralement installée sur le mobile. Dans la version 1.0, il n'y avait pas beaucoup de données, donc on met tout ça dans un seul petit fichier. Au fur et à mesure, on ajoute de plus en plus d'informations dans cette sauvegarde. Et la solution du petit fichier devient un peu trop lourde. On se met à découper ce fichier en thématiques, un fichier pour les équipements, un autre pour les quêtes, etc. Et là, on passe sur la version 2.0. Là, on a déjà un problème. Le joueur qui a un seul fichier et qui passe en version 2.0, il doit donc convertir sa sauvegarde pour la faire migrer vers la nouvelle méthode. Et sur ce point-là précis, s'il y a un bug, la sauvegarde est corrompue. Soit on perd toute la sauvegarde, soit le jeu devient complètement buggé et refuse absolument de se lancer, et là c'est chaud. Ensuite le jeu évolue et dans la version 2.1 par exemple, on ajoute une jauge d'amitié qui démarre à 100 et qui monte et descend en fonction de tes interactions par exemple. Donc tu ajoutes cette petite information de la version 2.0 à la 2.1. Ça c'est juste à la limite un champ à ajouter qui n'existait pas avant. Et pour le joueur qui est resté en version 1.0, faut faire toute la migration, en n'oubliant pas d'ajouter l'information de l'amitié. En amont, il faut concevoir une certaine logique pour transformer les sauvegardes afin de la rendre lisible quand on monte de version. Il faut un sorte de convertisseur de la version 1.0 à la 2.0, puis de la 2.0 à la 2.1, etc. Et s'il y a plusieurs versions d'écart, on applique toutes les conversions jusqu'à la bonne version. Et si tu passes un moment sur une sauvegarde en ligne, c'est encore plus le bordel, puisque tu peux avoir une sauvegarde en local et une autre sur le service en ligne, et ça peut très vite devenir une usine à emmerdement. Et ça, c'est que pour le changement de sauvegarde. Quand on fait une mise à jour, il y a d'autres choses, par exemple, ajouter du contenu. Ça va être typiquement le cas d'Epic Battle Run. Une fois que le gameplay est complet, on pourra facilement ajouter du contenu, des nouvelles maps, des ennemis, des objets, etc. Imagine on sort du nouveau contenu toutes les semaines. Ça revient à dire que l'on va faire une mise à jour toutes les semaines. Le joueur aura l'impression de mettre constamment son jeu à jour. C'est frustrant. Et si en plus le jeu passe en multijoueur, il faudra rendre la mise à jour obligatoire pour pas rencontrer le premier problème du super gun. D'un point de vue rétention, tu perds énormément de points. Parce que faire des mises à jour, c'est super chiant. Faut aller sur le Play Store, lancer la mise à jour, attendre le téléchargement, l'installation, etc. Heureusement, il existe une solution à ça, les Asset Bundles. Sur Unity, il y a un concept de package de contenu qui est en dehors de l'application. Donc tu télécharges le jeu, et au sein du jeu, tu vas télécharger des packages. C'est ce que fait pas mal de jeux de Come to Us, comme Summoner's War par exemple, ou alors Animal Crossing sur mobile. Quand tu lances l'application, il t'arrête en téléchargeant les packages. Et on pourrait se dire que ça revient au même que de mettre à jour depuis le Play Store, mais pas exactement. Vu que tu es dans l'application, les concepteurs peuvent décider de t'autoriser à lancer des modes de jeu en parallèle du téléchargement. Par exemple, sur Epic Battle Run, imagine on met en ligne un nouvel environnement, genre cet environnement caserne qui n'a jamais été partagé sur les réseaux sociaux.
c'est cadeau. La solution envisagée, c'est de détecter s'il y a un nouvel asset bundle, et s'il y en a, on lance le téléchargement. Et pendant ce temps, le joueur peut jouer normalement. L'environnement caserne devient disponible uniquement une fois que le téléchargement est fini et que l'on l'a inclus dans la configuration. Conclusion, ça ne casse pas du tout le flux du joueur. Il peut jouer tout le temps au jeu, ce qui est assez avantageux. Par contre, il y a un problème à ça. Et on n'a pas encore exactement la solution. On ne peut pas ajouter du code dans un asset bundle. Et il y a un nouveau contenu qui a besoin de code, c'est les ennemis. Quand tu fais l'intelligence artificielle d'un ennemi, tu dois ajouter du code pour expliquer son fonctionnement. Et par exemple, sur Apple, tu ne peux pas lire du code externe à l'application, pour des raisons de sécurité. Ce qui fait que tu es obligé de faire une mise à jour pour inclure le nouveau code de l'intelligence artificielle. Vu que sur notre jeu, on décrit les patterns d'IA avec un arbre de décision, c'est pas exactement du code, c'est plus déclaratif, mais dès qu'on voudra ajouter une nouvelle décision, qui n'existera pas avant, il va falloir faire une mise à jour, ce qui est assez embêtant. Et si tu te dis déjà que les mises à jour, c'est en fait super compliqué, imagine un peu si tu dois gérer toutes ces problématiques en même temps. Tu as sorti un asset bundle d'un nouvel environnement, mais pour ça il faut la version 2.0. Et si un joueur le récupère avec le jeu en version 1.0, ça explose. Voilà la problématique des mises à jour. C'est devenu quelque chose de très important et on commence progressivement à avoir une production où tu passeras plus de temps à faire les mises à jour qu'à faire la première version du jeu. Et ça change vraiment la façon de concevoir les jeux. La complexité d'un jeu monte énormément avec ce genre de fonctionnalité, puisqu'il faut penser à tous les cas possibles et inimaginables. Et tu t'en doutes, des fois, t'oublies parfois des cas spécifiques et ça pose problème aux joueurs. Surtout que si tu passes beaucoup plus de temps sur les mises à jour, tu rencontres un problème qui est lié au code, c'est la dette technique. Quand tu faisais ton jeu avant, tu pouvais très bien utiliser des techniques qui sont un peu nul, pas super propre, pas super extensible, et ça posait pas de problème, puisqu'une fois que le jeu était sorti, terminé, on passait à autre chose. Des fois, tu vas reprendre quelques portions de code du jeu précédent, mais pas obligatoirement. Là, avec cette problématique de mise à jour, si tu fais quelque chose de nul dans ton code, tu vas devoir te le coltiner sur les prochaines versions. Ça va allonger ton temps de développement, poser plus facilement des bugs, ça peut aussi baisser les performances du jeu. Bref, la dette technique, c'est aussi une plaie pour les développeurs. Et pour éviter ça, faut prendre davantage le temps de réfléchir à ton jeu en amont afin d'utiliser la bonne technique. L'architecture qui semble mieux convenir pour gérer au mieux cette dette technique. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé et t'a pas dégoûté. C'est difficile, mais c'est quelque chose qui apporte un vrai challenge en termes de réflexion. Personnellement, je trouve ça super intéressant. En sachant tout ça, tu te mets à avoir une vision plus globale du projet. Au lieu de voir les lignes de code, tu te mets à réfléchir en termes de système et tu cherches à comprendre comment ils communiquent entre eux afin de les faire évoluer de façon cohérente. Et ça, c'est super intéressant à faire. N'oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et Discord. Et merci aux tipeurs et à ceux qui regardent des publicités sur Utip, tous les liens sont dans la description. Et on se dit comme d'habitude, samedi 18 h, à la semaine prochaine. La bise.